Bonjour à tout le monde ou bonsoir. Je me présente, je suis Baba Carlo, je suis le fondateur de TAG. Donc TAG en référence un peu au nid en Wolof. L'optique pour nous, effectivement, c'est de pouvoir répondre à une problématique spécifique qui est la problématique de l'acquisition de talents juniors. Et c'est d'ailleurs pour ça, effectivement, qu'on avait voulu travailler avec cette startup autour d'un meet-up pour effectivement adresser cette question qui semble être très épineuse pour beaucoup de startups ou même de grosses entreprises. Alors, ce que je vous propose, c'est plutôt qu'on puisse aller dans une dynamique interactive. Je vais peut-être essayer de cadrer un peu le point, notre approche, et ensuite qu'on puisse effectivement avec Malik aller dans une dynamique interactive, peut-être recevoir de votre côté des questions ou même des témoignages aussi par rapport à la problématique, et qu'ensuite on puisse ensemble échanger sur cette dite douleur, le début de solution que nous on pense qu'on apporte. Alors, par rapport à la problématique, nous, voici comment est-ce qu'on la définit. On pense qu'il y a effectivement une difficulté à trouver des talents juniors qualifiés. Ce qu'on entend par la qualification, c'est que il y a généralement une présomption. La présomption étant quelquefois portée par un diplôme, par un document, mais on s'est aussi rendu compte dans la pratique que cette présomption n'est pas toujours réelle ou ne répond pas. Et des juniors aussi autonomes. Autonomes, ça pose une problématique qui est la question de la génération. On parle d'une génération Z qui fait face effectivement à des challenges et à une appréhension du monde du travail qui est spécifique. On parle aussi de jeunes qui, n'ayant pas eu d'expérience avant, ont aussi beaucoup de mal à être autonomes. Donc généralement, quand ils arrivent en entreprise, ils s'attendent à ce que quelqu'un leur donne tâche par tâche les choses à faire. Et donc, tant qu'on ne leur dit pas quoi faire, comment le faire, finalement, ils ne font pas beaucoup de choses. Et donc, les entreprises ou les startups particulièrement ressentent la douleur dans l'absence ou la difficulté à créer de la valeur par ce jeune qui arrive. Et donc, c'est un peu ça pour nous le point épineux. C'est comment faire en sorte que le jeune qui rejoint la startup ou l'entreprise puisse être capable de créer de la valeur pour l'entreprise. Donc, telle est un peu la façon dont on présente la problématique. Mais on sait que cette problématique est aussi d'autant plus difficile qu'il y a des prérequis qui quelquefois ne sont pas présentes du côté des startups et donc qui complexifient entre guillemets la problématique. Première contrainte, c'est que beaucoup de startups n'ont pas de fonction RH, donc de fonction de gestion des ressources humaines formalisée au niveau de l'entreprise. Il n'y a pas toujours un responsable RH ou un directeur RH, parce qu'effectivement c'est une startup. On est généralement focus sur le cœur de métier et voilà. Limite, on a même du mal à gérer les points administratifs de base. Donc, c'est un aspect qui est extrêmement difficile. Il n'y a pas de planification RH. Donc, il y a une difficulté de la part des startups à avoir cette projection. Donc, cette projection, c'est un peu cette capacité à pouvoir dire dans 6 mois, on va avoir besoin d'un profil de X. Dans 1 an, on va avoir besoin de 2 profils X. Généralement, lorsque le besoin il se présente, il est tout de suite, il est imminent, il est urgent, il est hier. Et ça, c'est aussi un aspect qui rend encore plus complexe la difficulté. L'autre problématique, c'est qu'il y a beaucoup trop de tâches à faible valeur ajoutée lorsqu'on s'intéresse à la question du recrutement ou à la question de l'acquisition de talents. Il faut notamment aller sourcer, aller trouver des CV. Ensuite, il faut analyser ces CV, les traiter, sortir effectivement les meilleurs profils. Ensuite, faire des entretiens, etc. Et tout ça, ça n'apporte pas toujours de la valeur immédiatement à la boîte lorsqu'elle doit être focus, notamment sur son cœur de métier. La difficulté d'accéder à des viviers de talents. C'est vrai qu'on n'a pas toujours effectivement des solutions qui sont capables de tout de suite nous donner des viviers sur lesquels on peut taper. Généralement, les ressources sur lesquelles on essaie de s'appuyer, c'est les écoles et les universités. Et malheureusement, quelquefois, les écoles et les universités n'ont pas toujours la réactivité qui est attendue parce que le temps de réaction, ça peut être 3 semaines déjà pour me revenir avec des CV. Et quelquefois, les CV ne sont pas toujours à jour, ne sont pas toujours adaptés à ma demande. C'est peut-être toujours des CV juste qui sont des CV. Le processus de sélection et de matching est complexe. Donc, lorsqu'on n'a pas une fonction RH, le fait effectivement, parce que c'est un métier aussi que de sélectionner un profil, de garantir effectivement qu'il soit en adéquation avec un besoin. Donc, lorsqu'effectivement on n'a pas la fonction RH, sélectionner et garantir le match, c'est difficile. Et le problème, c'est que pour une startup, l'erreur de recrutement, ça se paye cash, c'est très douloureux. C'est douloureux pour une grosse entreprise, c'est donc encore plus douloureux pour une startup. Donc, à chaque fois qu'on rate un recrutement, c'est effectivement des ressources qui sont perdues, c'est du temps qui est perdu et donc finalement, c'est du capital sur lequel on peut finalement avoir du mal à rentabiliser quoi que ce soit. Lorsqu'effectivement la fonction RH est disponible, donc même les startups qui ont une certaine maturité et qui ont une fonction RH,
aussi le sourcing reste effectivement une difficulté. Donc même les grandes entreprises ont quelquefois effectivement des difficultés avec le sourcing au Sénégal. Il y a aussi une difficulté à vérifier ou à certifier la compétence. Donc on est beaucoup dans la présomption de compétences. Et cette présomption fait que finalement le processus de recrutement quelquefois est long parce que justement on veut réduire le risque. Donc tous ces aspects viennent un peu s'ajouter à la difficulté de départ et donc font que la problématique est d'autant plus douloureuse. Alors, de l'autre côté, donc du côté effectivement des talents juniors, encore une fois, là on parle de talents juniors parce que on pense que les startups font beaucoup appel aux talents juniors, donc talent junior, talent ou jeune qui est susceptible d'avoir les compétences techniques et comportementales attendues, mais qui n'a pas qui a moins de 2 ans ou 2 ans d'expérience professionnelle cumulée. Donc, c'est vraiment un junior. Et le point, c'est que ce jeune aussi, effectivement, il fait face à des contraintes qui viennent rajouter des problématiques. Parmi ces contraintes, on a effectivement un contexte socio-économique qui est très spécifique au Sénégal et qui rend aussi cette question de la recherche de l'emploi complexe avec limite une science qui se développe autour de comment présenter un CV, comment même préparer son CV par rapport à des ATS, comment préparer des entretiens, etc. Et donc finalement, on peut passer entre les mailles du filet. Maintenant, il y a aussi effectivement les problématiques liées à l'insertion professionnelle avec une forte pression, l'illusion du diplôme. Culturellement, on a un peu cette appréhension avec peut-être une autre génération qui avait promis à ses enfants que faites vos études, finissez vos études et dès que vous allez finir vos études, vous allez trouver un travail. Donc, quelquefois, on trouve beaucoup de jeunes qui enchaînent leurs études supérieures. J'ai mon bac, je vais enchaîner première jusqu'à la 5e année, quelquefois sans expérience professionnelle pour ensuite me présenter sur le marché du travail et me rendre compte que ce que je pensais qui était le marché du travail n'est pas le marché du travail. Et quelquefois aussi, je viens avec des mythes. Je viens avec le sentiment que j'ai un Master 2, donc je devrais être effectivement à des postes stratégiques, je devrais avoir une valeur ajoutée stratégique, alors que la vérité, c'est que je suis peut-être même pas vraiment capable d'exécuter des tâches et juste créer de la valeur à une échelle basique. Et pour eux, c'est un moment où quelquefois on casse un mythe et ça peut être douloureux. C'est un réveil qui est quelquefois brutal, avec peut-être des aspirations en termes de salaire qui sont quelquefois totalement déphasées par rapport aux réalités. Et tout ça, c'est dû effectivement à un manque de préparation. Et donc tout ça, effectivement, crée un écosystème ou une situation où il devient difficile de recruter, et particulièrement de recruter pour des startups, de recruter pour des entreprises qui elles-mêmes ont besoin de focus, ont besoin effectivement que chaque décision soit optimisée pour garantir un retour en termes de valeur qui soit la plus haute possible. Alors nous, ce qu'on espère apporter en termes de solutions par rapport à la problématique qui est très complexe, donc ce n'est qu'un bout de solution par rapport à tout ce qui se fait, c'est une plateforme multiface. Donc nous, on a notamment développé une plateforme en fait qui s'adresse aux différents acteurs. Donc le premier problème pour nous, c'était que les jeunes n'ont pas préparé leur projet professionnel. Donc on travaille avec des écoles. Donc on a une 15aine d'écoles aujourd'hui qui sont enrôlées avec lesquelles nous travaillons. dont l'optique, c'est effectivement de pouvoir nous appuyer leurs équipes carrières. Alors, ce qu'on avait constaté, c'est que dans beaucoup d'écoles, on a des équipes carrières. Donc, c'est 1-2 personnes qui sont censées accompagner des milliers d'étudiants par rapport à leur projet professionnel. Ce qui fait que concrètement, dans la réalité, tu peux avoir dans une école ou dans une université des étudiants qui peuvent faire tout leur cursus et ne même pas savoir qu'il y avait un département qui était censé les accompagner. Et l'autre point, c'est que même pour ces équipes carrières, pour les personnes qui viennent les voir, c'est très difficile de gérer le volume, c'est très difficile aussi de pouvoir avoir un peu l'information et la donnée. Donc l'idée, c'était de leur doter d'un outil leur permettant effectivement de gérer ce volume. Comment? On leur donne une plateforme où les étudiants sont enrôlés en créant un compte. Et à ce niveau, le point de départ pour eux, c'est notamment de plonger au cœur des métiers. Donc c'est de pouvoir avoir une réflexion autour des métiers. C'est notamment de pouvoir se poser des questions sur quels sont les métiers et de ne plus avoir une perception où ils se disent j'ai fait une formation, par exemple, je fais une formation en gestion des ressources humaines ou j'ai un master en gestion des ressources humaines, je suis gestionnaire des ressources humaines parce que la filière n'est pas un métier. Dans chacune des filières, on retrouve
des dizaines de métiers. Si j'ai fait notamment un master en marketing, le marketing n'est pas un métier. Dans le marketing, on a des dizaines de métiers. Logistique, même chose. Communication, même chose, etc., etc. Et on s'est rendu compte que c'est ce déphasage entre la compréhension de ce qu'est un métier et la différence entre le métier et la filière qui est la première chose qui, en tout cas, est problématique pour les étudiants. Donc, ce qu'on leur demande de faire, c'est de choisir un métier sur la base, effectivement, d'une recherche qu'ils vont poser. Et quand ils choisissent un métier, ils vont notamment trouver une fiche de poste avec un ensemble on va dire, un descriptif et surtout des compétences techniques et comportementales qui sont attendues. Et ce qu'on leur demande, c'est d'ajouter le métier à leur profil et ensuite de s'auto-évaluer. Alors, ce qu'on entend par l'auto-évaluation, c'est le fait effectivement qu'ils donnent une appréciation sur une échelle de à quel point ils sont capables d'exécuter des tâches liées effectivement à ces compétences. Cette auto-évaluation va ensuite faire l'objet d'une évaluation. Donc nous utilisons des outils avec des bases de tests pour effectivement aller vérifier cette compétence. Alors, ça va sans dire effectivement que ça a un coût, mais on va revenir un peu sur ce point. Et ça nous permet effectivement de construire en fait des viviers de profils qu'on est capable en fait de regrouper par rapport à des métiers, par rapport à des compétences et donc de faciliter notamment la recherche. Et c'est là où on arrive à l'autre interface. Donc l'autre interface étant bien sûr l'interface entreprise, l'interface notamment pour les startups. C'est la possibilité de permettre à une startup de faire une recherche sur la base effectivement de compétences dont on a besoin et de pouvoir effectivement aller chercher les profils qui sont jugés qualifiés ou qui sont certifiés qualifiés sur ces compétences et donc ainsi de réduire le gap ou le risque effectivement par rapport à ce point. Alors, on cherche aussi à développer des programmes talents. Ce qu'on entend par les programmes talents, ce sont notamment des programmes par rapport auxquels on identifie auprès de la start-up en l'accompagnant ou en servant comme appui un peu à sa fonction RH, une capacité un peu à prédire ou à projeter effectivement des besoins futurs à venir sur 3 mois, 6 mois, 1 an et de pouvoir dire ok, nous on va aller commencer à préparer les profils dont tu pourrais avoir besoin dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an. Et donc de pouvoir sélectionner un ensemble de jeunes et de les mettre effectivement dans un tunnel visant à ce que l'on puisse les préparer, les mettre en situation pratique, les mettre dans des situations d'exécution de tâches spécifiques permettant d'avoir un peu comme une sorte d'écrémage et de préparation et de matching effectivement par rapport à la culture de l'entreprise, donc de la start-up, ou effectivement aux besoins spécifiques de la start-up. Donc voilà un peu comment est-ce qu'aujourd'hui nous cherchons à déployer notre solution. Je vais essayer de ne pas trop monopoliser la parole. Je vais peut-être dans un premier temps passer la parole à Malik et ensuite après on va essayer de poser des échanges et moi je pourrais notamment revenir un peu sur des aspects en termes de détails sur comment notre solution fonctionne et comment est-ce qu'on pense qu'on peut apporter de la valeur aux start-upers mais aux entreprises de façon générale. Merci beaucoup. Alors, moi, je tiens pas. Donc, juste pour te permettre de souffler un tout petit peu, moi, je vais faire un peu juste la transition. L'objectif maintenant, c'est de demander en fait au public, à l'assistance, sur les deux problématiques qu'il a présentées en fait au départ. Ça veut dire, d'une part, c'est les entreprises, notamment en fait spécifiquement les startups, leur problématique pour le recrutement, et de l'autre côté, les candidats. Est-ce que le public, chacun, où est-ce que vous vous retrouvez? Est-ce que c'est, vous vous dites, tiens, moi, start-upper, je suis dans cette problématique-là, ou moi, futur candidat ou parce que je suis en poste, je cherche une autre opportunité, où est-ce qu'on se retrouve? Donc je voudrais bien en fait un peu faire le tour, sauf que le dernier n'a pas encore suivi. Vous prendrez la parole en dernier. Monsieur, où est-ce que vous vous retrouvez par rapport aux deux problématiques? Vous présentez qui vous êtes? Oui, moi c'est M. Ada Koundoul. Je suis le président de Djendi Consulting. Donc je pense que je me présente sur le premier aspect, à savoir surtout côté RH. Donc, on est dans le cœur de métier informatique. On se focalise sur notre cœur de métier, mais on a des problèmes, par exemple, pour recruter des jeunes talents, comme il l'a si bien expliqué. Merci. La parole à vous. Bonjour, je m'appelle Ndénia Lanfay. Je suis assistante de M. Ada Koundoul. Bon, on a le même problème aussi. On a le même problème aussi, son assistante. Très bien. Bonjour, je m'appelle Jessica. Je suis cofondatrice du startup MAD.
Nous sommes une boîte tech qui travaille dans la grande distribution. Donc, comme vous pouvez imaginer, on a besoin de beaucoup de profils. On a déjà une centaine de gens qui travaillent avec nous. Et je pense que dans les 2-3 années à venir, ça va grossir, on va continuer à recruter. Je pense que peut-être le problème est un peu différent pour nous. Nous, on a bien réussi à trouver de jeunes talents qui venaient de quitter l'école, par exemple. Et je pense que le temps qu'ils passaient avec nous, ils ont renforcé leurs compétences, ils montent en termes de management et tout. Mais maintenant, nous essayons de trouver, bon, je ne sais pas si c'est le sujet de ça, mais nous essayons de trouver quelques-uns avec un peu d'expérience et de complémenter ça avec ce que nous apportons dans la boîte. Et pour nous, c'est très difficile. C'est plus facile d'aller chercher quelqu'un, un jeune diplômé qui vient juste tout de suite de l'école que d'aller sur le marché et trouver quelque chose qui est complémentaire. Merci. Merci. Voilà, donc bonjour tout le monde. Moi c'est Hamadou Diaw, je suis étudiant en Master 2 à l'Université virtuelle du Sénégal. Donc moi je me trouve dans le deuxième cas, c'est-à-dire les étudiants qui terminent leur cursus universitaire sans pouvoir trouver de travail, c'est-à-dire sans expérience. Donc comme vous l'avez si bien dit, c'est un problème qui est partout presque dans les têtes des étudiants sénégalais. Donc on est en train de suivre un cursus qui dure de 5 ans, ou bien même, vu les années universitaires du Sénégal, ça prend 6 à 7 ans. Donc sans expérience, on vise la dernière année, mais on ne vise pas à nous préparer pour les métiers qu'on veut faire. Vraiment, ça c'est un problème. Moi, je me trouve dans ce cas-là. Allez, merci beaucoup. Ok, donc bonsoir à tous. Donc moi, je m'appelle Daniel. Je suis entrepreneur, j'ai une start-up, ça fait 3 ans et je suis aussi membre de CN Startup. Donc moi, ma problématique, c'est beaucoup plus la première, sur l'acquisition des jeunes talents en fait. Parce que moi-même étant jeune, généralement, quand on se met à pouvoir recruter peut-être les plus âgés que toi, il y a parfois un certain complexe, pas seulement sur la compétence, mais en termes de notoriété en fait. Quand tu vas devoir peut-être imposer une certaine vision, vu que la personne peut être plus âgée que toi, c'est parfois un peu, il y a comme un conflit, en fait. Donc voilà un peu la raison pour laquelle je suis venu. Parfait. Alors bonsoir à tous. Moi, c'est Anna Josidjan. Je suis responsable RH et communication de Agrimage SAS, qui est un cabinet en conseil et accompagnement agricole. Donc, nous, on est dans le premier contexte, c'est-à-dire dans la phase formalisation, tout ce qui est recrutement, parce qu'on existe depuis juste 1 an. Donc, on est dans la phase recherche, comme l'a si bien dit monsieur, on a un besoin. Le besoin, il date d'hier, donc on est en perpétuelle recherche pour la formalisation et tout ce qui s'ensuit. Donc, merci beaucoup. Bonjour tout le monde, moi c'est Moussa Assar. Je dirige une jeune entreprise de construction mécanique. Donc pour moi, je me trouve dans la première catégorie. Et c'est vraiment, moi, c'est le package total. Je suis dans la technique et puis vraiment, c'est un grand problème pour recruter. C'est-à-dire qu'il n'y a personne. Tu es obligé de recruter des gens, des techniciens, et après de les former en plus. Et ça en consomme un temps. Et puis à la fin même, tu n'arrives pas vraiment à avoir ce que vous voulez. Donc c'est la totale pour moi. Ouais, merci. Okay. Bonjour tout le monde, je m'appelle Abdoulaye Kandé, technicien biomédical et je suis le fondateur de Health Technology, une société de maintenance des équipements hospitaliers. En fait, moi je me trouve surtout dans le premier cas. Mon problème c'est plus comment recruter les talents juniors. Comme moi j'étais formé à l'étranger et suis revenu, donc pour trouver les compétences nécessaires, par exemple tout ce qui est logistique et comprendre le métier, c'est très difficile. C'est comme comment dirais-je, la nouvelle start-up que j'ai, c'est elle a moins de 3 ans, donc presque je fais tout seul quoi. La logistique, je suis obligé d'appeler des tiers, des privés pour m'aider de temps en temps, mais c'est ça quoi, trouver des autres gens comme moi. Merci. Bonjour tout le monde,
moi je m'appelle Alpha Ibrahim Sow. Je suis le manager d'une structure qu'on appelle Defarsi, qui est dans l'accompagnement. Nous accompagnons que ce soit des entrepreneurs, des étudiants aussi. Je dirais, nous, le premier cas, on a un peu réussi à résoudre ce problème-là, vu qu'on accompagne déjà des jeunes. On recrute ces jeunes-là. C'est des gens qui sont avec nous depuis 3 mois, 4, 6 mois, qu'on forme dans différents domaines. Nous sommes dans le digital. Donc, on recrute rarement des gens qui viennent de l'extérieur, en fait. Donc, à travers ça, c'est une association aussi des Sénégalais qui sont 2 fois à l'étranger, qui nous accompagnent, même nous. Donc, à travers ces accompagnements-là, que je dirais qu'on a un peu réussi à résoudre ce problème-là. Actuellement, on n'a pas ce problème-là. Maintenant, 2 fois avec les jeunes qu'on accompagne, le problématique actuelle qu'on a, c'est le fait de trouver des entreprises 2 fois curées, parce que nous, on ne peut pas recruter toutes ces personnes-là. Nous sommes là depuis 2018, nous avons accompagné plus de 1000 personnes qui sont dans le digital, que ce soit marketing, développement web mobile. Maintenant, 2 fois, c'est très compliqué de trouver des entreprises qui recrutent toutes ces personnes-là, en fait. Donc, et sur ce cas-là, ce qu'on essaie de faire, c'est d'essayer de créer des groupes. Par exemple, un développeur web mobile, un marketeur, parce que les jeunes aussi, la plupart ont des projets. Et avec les experts que nous avons, qui sont soit au Sénégal ou à l'étranger, ou nos partenaires, ils essaient de les aider à aller vers l'entrepreneuriat, si c'est des gens déjà qui ont des projets. Oui, bonsoir. Moi, c'est Kossiwa Seydou. Je suis stagiaire à Agrimage SAS et je suis là avec ma supérieure. Étudiante à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et je suis en 3e année de ressources humaines. Donc, alors, bonsoir. Merci pour cette thématique qui est un véritable problème. Lamine Baradjan, formateur en outils collaboratifs, data analyst et en même temps entrepreneur depuis maintenant 5 ans. Donc, j'ai quitté le stade de recherche d'emploi. Je me suis transformé en créateur d'emploi, mais là, je me retrouve maintenant à vouloir prendre ces talents-là et pouvoir les former surtout pour qu'ils soient insérés dans dans les entreprises. Voilà. Donc là, j'ai un double problème, c'est de trouver déjà des talents qui m'aident à ce projet-là, mais aussi avoir les clients qui pourront prendre ces talents-là, comprendre c'est quoi les data analysts, les différents métiers qui sont dans l'informatique et pouvoir les insérer surtout. Donc voilà mon problème à moi. Merci. Merci à tous. Donc juste en fait, c'est quelques témoignages nous montrent un peu la complexité du sujet et que les problèmes sont divers. Mais là, on va essayer juste de nous concentrer sur la majorité des témoignages. C'est plus en fait dans une structure, que ce soit start-up ou une entreprise, petite entreprise, qui cherche en fait à avoir en fait des talents jeunes en fait en général. Je prends juste en fait deux exemples un peu contradictoires. Pour madame, dans la structure MAD, ils sont partis sur la logique simple de prendre en fait des jeunes talents, ça veut dire qu'ils n'avaient pas beaucoup d'expérience. Parce que le gros blocage en fait pour les jeunes talents qui n'ont pas d'expérience, c'est d'avoir des structures qui acceptent de les prendre. Parce que pour que la structure accepte de les prendre, il faut être déjà capable de les accompagner. Parce que la majorité, peut-être nous, plus jeunes, il y en a qui ont fait des stages où on passe 3 mois à faire que des photocopies. Ce n'est pas un stage. Le stage, c'est que quand on rentre dans une structure, il y a quelqu'un de plus expérimenté qui est prêt à vous prendre la main, à vous accompagner pas à pas pour vous montrer comment ça se fait. Et que le candidat aussi soit assez humble pour dire « j'ai un Master 2, mais quand je viens dans cette entreprise-là, il y a des gens qui ont fait 10 ans, qui n'ont peut-être pas le bac, mais qui ont fait 10 ans d'entreprise, qui en savent 10 fois plus que moi. » Et donc si on arrive à faire ce switch, c'est ça qui va marcher. Donc aujourd'hui, le problème il se pose parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sortent des écoles ou peut-être qui ont arrêté la formation un peu tôt, mais il n'y a pas assez d'entreprises pour accueillir en fait ces talents. Et que la majorité, moi en fait, j'ai une casquette à faire de recruteur, je fais beaucoup de recrutement notamment pour certaines startups. Quand on fait une annonce RH, on dit ok, on cherche un poste X, on fait l'annonce,
En 2 jours, on reçoit facilement 200-300 candidatures. Et d'expérience, sur ces 300 candidatures, les 60% n'ont rien à voir avec le poste. Quelqu'un qui a fait, je ne sais pas, BTS, maçonnerie ou autre chose, vous cherchez un responsable RH ou un gestionnaire de paye, il va vous envoyer son CV. Pourquoi? Parce que postuler, c'est gratuit. Cliquer, en fait, en 2 fois, il ne savait pas. Lui, il voit une annonce, il regarde, dans l'annonce, il y a un point qui dit dynamique ou engagé ou motivé. Il dit, bon, je suis motivé, j'envoie. Et donc, pour le recruteur, c'est très fastidieux, comme il dit, la partie sourcée. On passe des jours, parfois on prend des effectifs pour aller juste... On est obligé de regarder le CV parce qu'avant d'ouvrir, on ne sait pas qui c'est. Mais quand on cherche RH, on ouvre un CV, on voit technicien en fait, laboratoire, ça n'a rien à voir. Il faut qu'on ouvre, on sélectionne. Et donc, de ce fait, ça pose en fait ce problème-là. Maintenant, là, en fait, le début de solution en fait, que Babacar propose, c'est justement en fait, d'être un peu l'interface et de travailler un peu en amont. Ceux qui sortent des écoles, avant de sortir des écoles, qu'on les aide en fait, à mieux peaufiner en fait, vers quoi ils veulent aller, donc l'orientation, et que de leur faire connaître aussi les réalités du marché. Et aussi trouver des entreprises derrière qui acceptent de prendre les candidats, de jouer le jeu et de prendre le temps de les former. Parce que quand on prend quelqu'un, parce que l'entreprise, sa logique, c'est que c'est une logique purement c'est une logique mais capitaliste. Ça signifie il y a des gens qui disent, ok, moi je ne recrute pas quelqu'un qui est master dans quelque chose pour lui apprendre ce qu'il doit faire. Il est censé savoir faire ce que... Mais sauf que quand il plonge dans l'entreprise, ce qu'il a théorisé à l'école, parfois ça n'a rien à voir. Et donc on retient quelque chose quand on est formé en fait à l'école. En réalité, dans l'entreprise, on utilise peut-être moins de 20% de ce qu'on a appris en théorie. Et tout ce sur quoi on a été formé, le plus souvent, dans notre métier c'est parfois un déphasage par rapport à notre formation. Les gens peuvent être formés dans un, je sais pas, métier X, mais quand on regarde 10 ans après leur formation, ils se retrouvent dans des métiers qui n'ont rien à voir avec leur formation initiale. Là, maintenant, ça appelle à notre capacité de nous adapter. Tu peux être formé dans ça, mais quand tu arrives sur le marché a évolué, il faut t'adapter. Ça veut dire que tu peux faire RH et tu arrives dans une entreprise, on te dit, nous, on cherche commercial. Il faut être capable de développer des compétences commerciales. Peut-être un jour, l'entreprise va tellement grandir qu'elle aura besoin en fait, d'un RH. Tu vas dire, ah, moi, j'ai une casquette RH au-delà du commercial. Là, je peux faire les deux. Donc, je te laisse Babacar continuer. Merci beaucoup. Alors, je suis totalement d'accord avec le postulat qui évoque effectivement le choix stratégique qui doit d'abord être fait par l'entreprise. Il y a des entreprises qui vont faire un choix stratégique RH de dire, OK, nous-mêmes, on va aller prendre des jeunes. On sait qu'on va devoir les former. On fait le choix de les former. Mais ça a un coût. Ça a effectivement un coût en termes de temps. Ça veut dire que je vais prendre des jeunes qui ne vont pas tout de suite être au maximum de la logique productive qui est attendue. Et c'est un choix qui peut payer. C'est un choix qui peut payer parce que justement, on peut finalement avoir des profils qui matchent, mais c'est parce qu'on a dû investir. Moi, je suis de ceux qui pensent que le vrai espace de formation aujourd'hui, c'est les entreprises. De plus en plus, les entreprises créent leurs propres académies. Et ça, par exemple, c'est quelque chose qu'on est en train de pousser du côté des entreprises. C'est notamment de les pousser à créer des académies pour notamment préparer aux métiers dont ils ont besoin. Ce qui permet de pouvoir orienter effectivement on va dire des jeunes vers des métiers dont ils vont avoir besoin. Donc, un jeune qui a son bac peut faire effectivement des choix avec des entreprises. Aujourd'hui, on sait que les compétences vont avoir de plus en plus des durées de vie qui vont se raccourcir. C'est-à-dire que j'apprends quelque chose à l'école, ce n'est pas une connaissance qui a une durée de vie ad vitam aeternam. Et ça, c'est en train de se raccourcir. C'est-à-dire que, par exemple, la génération de nos parents avait peut-être cette chance d'avoir une durée de vie de leurs compétences qui était un peu plus longue. Mais aujourd'hui, avec les vagues de révolution technologique que l'on voit, les compétences ont une durée de vie qui est extrêmement courte. Ce qui fait que de plus en plus aussi, on parle beaucoup de la dynamique de certification. C'est-à-dire qu'on va donner effectivement un document qui dit, OK, lui, il sait faire telle chose, mais pour une durée de 3 ans, pour une durée de 2 ans, pour une durée, en tout cas, limitée dans le temps. Et donc, l'entreprise qui dit, OK, moi, je sais que je travaille dans la logistique. Je vais avoir besoin, peut-être dans la logistique, j'ai des spécificités. Je préfère développer un programme de formation pour enrôler des profils effectivement dans ce programme parce que ce programme a été conçu en adéquation avec mes besoins, avec ma stratégie. C'est une entreprise qui investit aussi dans une logique de préparation ou en tout cas de facilitation de ça, logique d'acquisition de talent. Et l'autre aspect, c'est que pour les startups qui n'ont pas toujours ce temps et ces ressources, c'est que
parce que c'est pas un choix stratégique qui se fait juste parce qu'on le veut, c'est un choix stratégique qui implique qu'on ait les moyens aussi de le faire parce que ça demande des moyens. L'autre problème, c'est que lorsqu'on est une start-up et qu'on a le besoin immédiat, c'est qu'on a besoin qu'il soit productif tout de suite. On a besoin que dès qu'il arrive, et c'est pour ça que notamment on a cette notion d'autonomie, parce qu'une des plaintes qui revient fréquemment, c'est que oui, on a un jeune, mais je suis obligé d'être derrière lui. C'est-à-dire que si notamment la journée, je ne lui dis pas quoi faire, comment le faire, il n'arrive pas à faire grand-chose. Et ça, c'est du temps. Et c'est un peu ce que Malik évoquait tout de suite. C'est-à-dire qu'avant, quand on parle de stage, il y a un maître de stage, il y a quelqu'un qui nous mentore, il y a une feuille de route qui est posée, on sait qu'on est venu. Parce que le stage est une partie dans la formation. On vient pour apprendre quelque chose. Et normalement, ça doit être clair dans la tête du stagiaire. Qu'est-ce que ce stage de 1 mois, 2 mois, 3 mois va m'apporter en rapport avec un projet professionnel? Malheureusement, aujourd'hui, les stages, on les collectionne plus comme des badges. Voilà, je vais aller faire un stage pour faire un stage. Parce qu'on se dit, OK, sur le CV, on a besoin de pouvoir dire on a fait X stage, même si le stage est vide. Ou quelquefois, même si le stage n'est pas en adéquation avec un projet professionnel, avec une vraie volonté de développer une compétence. Et ça, c'est aussi les problématiques qui finalement font qu'on peut avoir quelqu'un qui a fait peut-être X stage, mais qui finalement en est ressorti avec pas grand-chose, n'a pas pu développer des compétences. Donc, c'est aussi quelque part un appel à ce que l'on puisse peut-être réfléchir stratégiquement à cette question parce que on sait que finalement, ce qui va permettre de créer la valeur, c'est le capital humain. Quelle que soit notre taille, qu'on soit seul, qu'on soit donc solo-entrepreneur ou qu'on commence effectivement à grandir et qu'on ait une équipe, il faut une réflexion stratégique sur comment est-ce qu'on onboard des gens, comment on veut le faire. Est-ce qu'on veut notamment avoir une approche où la sélection elle se fait en amont au maximum pour faire en sorte que on ait quelqu'un qui soit le plus apte à être productif rapidement, ou est-ce qu'on veut, parce qu'au-delà notamment des compétences techniques, on n'en parle pas assez, il y a aussi les compétences comportementales. Quelquefois, c'est peut-être là même où le bas blesse le plus. Les questions notamment quand on parle d'autonomie, l'autonomie pourrait être considérée peut-être comme une qualité, comme une compétence, mais c'est quelque chose aussi qui s'acquiert, qui se développe et pour lequel on a besoin peut-être d'un accompagnement pour le développer. Mais malheureusement, ces soft skills quelquefois sont négligés et en premier peut-être par les étudiants eux-mêmes ou par les chercheurs d'emploi en se disant bon, il me faut juste la compétence technique. Et quelquefois, on se rend compte qu'on peut tomber sur des gens qui ont une compétence technique indéniable, mais qui sont invivables ou qu'il est impossible d'avoir dans notre boîte parce qu'on ne matche pas sur des questions notamment de culture. On sait que la culture d'entreprise, c'est extrêmement important. Comme on dit, hein, c'est peut-être mieux de recruter quelqu'un qui matche mieux avec notre culture, qui a les compétences comportementales qu'on sait qui vont de pair avec ce qu'on veut, et ensuite l'aider à développer les compétences techniques que l'inverse. Parce que lorsqu'effectivement la culture ne matche pas, le danger est peut-être supérieur à lorsqu'effectivement la culture match. Et donc finalement, cette question de préparation, elle est aussi liée à cette capacité à identifier ces éléments en termes de compétences comportementales. Par exemple, apprendre à apprendre. Parce que justement, il y a de nouvelles choses qui vont se faire. On ne veut pas effectivement devoir à chaque fois reformer. On veut quelqu'un qui est capable tout seul de comprendre les enjeux, d'aller chercher les informations par lui-même. Et ça, ce sont des compétences comportementales qui sont importantes et qui sont très difficiles à déceler. C'est des choses qu'il est très difficile par exemple, de cerner dans un entretien. Parce que généralement, on utilise l'entretien dans le processus de sélection. On pose des questions, on essaie de faire des mises en situation. Mais un entretien, c'est très short pour connaître quelqu'un. Quelquefois, il nous faut du temps et c'est aussi pour ça que pour nous, les programmes talents, c'est quelque chose qui devrait se généraliser. Donc, qu'est-ce qu'on entend par un programme talent? C'est le fait de dire, OK, même si aujourd'hui, je n'ai pas de besoin, je sais que si normalement, ma stratégie sur l'année se pose, je pourrais être appelé à avoir besoin, même si ce n'est pas d'un poste, de tâches. J'aurais peut-être besoin de quelqu'un qui va avoir besoin de réaliser des tâches X, Y, Z. C'est donc de pouvoir se dire, OK, on veut se préparer. On veut identifier effectivement les meilleurs profils de sorte à ce que quand le besoin va se préparer, on va se présenter du moins, on est déjà prêt, on a effectivement ces aspects-là. Donc nous, au-delà notamment de l'outil, l'outil informatique, c'est surtout c'est un outil parce que les outils ATS, donc Applicant Tracking System, donc qui permettent effectivement de gérer le flux de candidatures et quelquefois un peu d'automatiser les questions de sélection. En vérité, il y en a une pléthore. Mais ce qui est difficile, c'est le travail effectivement quelquefois de qualification
Et encore une fois, il y a des tutos sur comment on passe à travers les ATS. Avec un CV aujourd'hui, on peut le préparer par rapport à l'ATS. On sélectionne les bons mots-clés, on structure bien les aspects pour aller effectivement candidater et, entre guillemets, tromper l'ATS. Donc finalement, après, s'il n'y a pas un recruteur expérimenté derrière, ça peut être difficile. Donc ce qu'on a cherché à faire avec la plateforme, c'est arriver à la certification de la compétence. C'est rassurer l'entreprise en disant, nous, on est garant. On est garant quand on dit que notamment le jeune là, il sait faire telle chose, on est garant. Et ça permet effectivement à l'entreprise peut-être d'être moins dans la prise de risque au moment du recrutement. Maintenant, la question du recrutement, je pense que, est-ce qu'il y a une pénurie de talents? Qualitativement, oui. Quantitativement, non. Il y a une pléthore de jeunes, il y a une pléthore de demandeurs, mais effectivement, des talents à tous les niveaux. Donc, junior, nous, on focus peut-être sur les jeunes avec très peu d'expérience ou pas d'expérience, mais même du côté, effectivement, de ceux qui ont de l'expérience, comme ça peut se présenter du côté de MAD, le problème reste le même. C'est que, quelquefois, avec les seniors, l'expertise même de comment tremper ou comment passer entre les mailles du filet est mieux développée, parce que on devient même expert dans le fait effectivement de passer des entretiens ou de préparer les CV, de les positionner par rapport à quelque chose. Donc, le travail aussi de sourcing à ce niveau, il est tout aussi important. Et nous, on déploie en tout cas notre solution dans la même logique, en permettant en tout cas de pouvoir vérifier les compétences par une série effectivement de tests. Donc, on pense que ça, c'est des aspects, surtout sur un certain nombre de compétences techniques, c'est des aspects qui peuvent être importants, mais on croit beaucoup au programme talent. Après, je ne sais pas si vous, de votre côté, vous pensez que c'est quelque chose qui peut avoir de la valeur. Je ne sais pas, Malik, si c'est point. Par rapport à l'expérience de Matt, par exemple, certains cas peuvent être c'est du concret. Peut-être chez elle, on a compris vos premiers recrutements, c'était des jeunes talents qui sortaient en fait des écoles. Comment vous êtes organisé en termes d'accompagnement et d'insertion pour que justement ils soient opérationnels et comment ça se passe? Après maintenant, le deuxième volet, c'est après vous êtes à la recherche du middle management. Moi maintenant, quelle stratégie? C'est vrai, mais peut-être je vais commencer avec un commentaire qui va dans la même direction de ce que vous deux vous aviez dit. Et c'est vous qui avez commencé en disant que il faut, quand on finisse les études, ne pas penser que le travail est au-dessus de toi. Que le fait que moi j'ai fini mes études, maintenant je suis forcément dans une axe stratégique, blablabla. Non. Pour nous, comme on n'est pas très forte en identifiant les juniors qui sont déjà qualifiés et autonomes, comme vous le dites, nous sommes dans l'habitude d'inviter tout le monde qui vient chez notre entreprise à commencer dans un poste qui est très quotidien. Et nous, on a beaucoup de postes où la seule responsabilité que vous avez, c'est juste de porter des produits dans l'entrepôt. Et c'est presque tout le monde qui a commencé comme quelqu'un qui porte les produits, quelqu'un au call center, quelqu'un qui va sur le terrain pour vendre. Bon, ce sont les sortes de boulots que beaucoup de diplômés pensent. Non, moi, je faisais mes études, c'est pour éviter ce genre de travail. Mais pour nous, c'est une source de recrutement parce que il y a même des diplômés qui viennent faire ce travail parce que c'est difficile de trouver un travail, mais aussi le fait de voir quelqu'un qui se présente tous les jours, quelqu'un qui fait son travail avec une bonne mentalité, avec une bonne qualité. Tout de suite, tu te poses la question, OK, comment je peux donner plus de responsabilité à cette personne qui a montré qu'il est curieux, qu'il est fiable, etc. Donc, si on était capable d'identifier ce type de personnes tout de suite sur le marché, on pourrait leur inviter et déjà faire une poste qui est un peu plus avancée. Mais comme, on lance une demande, un appel au marché, on revient avec 400 postulantes dans 2 heures de temps. Bon, c'est impossible d'identifier parmi tous ces gens-là qui est carré, poussé, ambitieuse, etc. Donc, pour nous, c'était une très belle forme de recrutement, juste d'avoir des postes qui n'ont pas besoin de beaucoup de skills très pointus, et puis de développer en interne ce qui est important pour nous en tant qu'entreprise. Et je pense que, en termes de ce qu'on fait, c'est toujours nouveau pour nous, c'est pas encore très pointu, et on essaie d'avancer petit à petit. Il y a un institut ici, institution de métiers logistiques et portuaires,
qui vient, qui fait des formations pour nos livreurs, pour nos manutentionnaires. Je pense que le fait d'avoir ce sort de renforcement de formation au travail, c'est quelque chose de nouveau. Donc, c'est bien pour les jeunes. Il y a aussi le fait que, bon, si vous avez duré dans ce sort de poste, c'est forcément le cas que vous avez pris de bonnes habitudes. Bon, tu peux forcément apprendre, les jeunes peuvent apprendre de ceux qui sont plus âgés et plus expérimentés. Donc, juste en formant en équipe, tu commences à créer un espace où les gens peuvent échanger, partager, etc. Mais aussi pour nous, bon, c'est très drôle les sortes de trucs que vous cherchez en tant qu'entreprise, mais c'était très difficile pour nous de trouver des chauffeurs qui pouvaient en même temps suivre un lien sur Google Maps. Donc, on disait, bon, au début, on était obligé d'avoir quelqu'un qui était le chauffeur et quelqu'un qui était assis dans le véhicule à côté de lui, juste en lisant, OK, c'est là où on va aller. Mais bon, on a créé une formation pour nos chauffeurs pour leur montrer Google Maps, voici comment on utilise la carte, voici comment on fait ça, ça, ça. Puis au bout de 2-3 mois, vous avez les compétences nécessaires. C'est pas très, très compliqué dans beaucoup de cas. Ça, c'est un. Et bon, pour tout ce qui est côté management, etc., je pense que le fait que nous avons beaucoup de travail à faire tous les jours, ça pousse les gens, à le faire. Et aussi, bon, nous avons une équipe de 3 cofondateurs et puis on a trouvé une très bonne collaboratrice après. Et je pense que juste être à côté des juniors, essayer de faire le travail toi-même à côté d'eux, ils vont regarder, ils vont commencer à comprendre. Nous, on a commencé des petits cours en Excel, en SQL. C'est vraiment ce dont nous avons besoin. Mais bon, c'est comme vous le dites, la vraie formation se fait au niveau de l'entreprise. Et il faut que les entreprises prennent cette mentalité que, OK, bon, le marché de talent est comme il est et nous avons une responsabilité d'apporter notre propre contribution. Alors, donc, je pense que ce que je retiens globalement, ça signifie quand une entreprise, dans sa stratégie, décide d'intégrer en fait des jeunes talents, c'est aussi en fait un choix de dire il faut que mes ressources internes soient disponibles pour accompagner ces équipes-là. Nul en fait des sorties d'école tout de suite super avec une expérience professionnelle de 10 ans, il n'y en a pas. Quand je vois parfois mes collègues ou des cabinets qui vont dire ok, on cherche en fait un bac plus de 2 avec 7 ans d'expérience, peut-être parfois même moins de 25 ans, je souris un peu en fait, je dis mais ils connaissent les réalités du marché, mais ce qu'ils cherchent n'existe pas. Et donc ça signifie soit en fait on envoie une offre juste pour envoyer, mais en réalité sur le terrain on ne trouve pas. Donc ça c'est un premier point. Donc juste pour compléter votre anecdote, il y a quelques années, en fait, j'avais postulé pour être manager d'un restaurant, donc c'est en Europe. J'ai été sélectionné, je deviens en fait manager du resto. Donc je me réveille le premier jour, je viens, costard, cravate, voilà, je me dis je suis nouveau manager. Je viens, on me donne mon planning. Sur un mois, on me dit première semaine, vous faites le ménage. Je pensais qu'ils s'étaient trompés en fait. J'ai appelé la direction et j'ai dit mais est-ce que vous n'êtes pas trompé? Moi j'ai postulé, je viens de signer mon contrat en tant que manager du restaurant. Il me dit non, c'est le processus. Donc première semaine c'est le ménage du resto. Donc vous apprenez comme tous les autres à faire le ménage. Deuxième, je faisais du poulet, donc c'est KFC. J'apprenais à frire, faire le poulet, comment le congeler, comment le décongeler, tout ça. Troisième semaine, il faut faire la caisse. Donc tout ça c'est pour vous dire, quand on est manager, c'est important d'apprendre à connaître les personnes que vous managez, ce qu'ils font comme travail. Comprendre la difficulté. Parce que vous ne pouvez pas manager quelqu'un pour lui dire vous êtes lent, vous êtes en retard, alors que vous ne savez même pas quelles sont les difficultés de son métier. Donc ça c'est important, le côté managérial. Donc l'initiative que vous avez prise en disant ok, on prend des gens basiques qui ont juste la mentalité, le mindset, c'est important. Le reste, on peut faire. Petit à petit, on inclut par rapport aux besoins. Et ça, c'est super pas. Donc, je pense une des clés justement de votre solution, c'est de dire maintenant, vous préparez ça. Peut-être toutes les entreprises aujourd'hui ne sont pas dans cette disposition de former ou d'avoir la patience de former. Justement, des structures comme en fait TAG vont dire, nous, on va préparer. On va prendre des talents. On essaie de former, on travaille les soft skills, donc c'est pour ça que je l'accompagne justement tout ce qui est développement personnel, parce que parfois les jeunes sortent des écoles, mais c'est les soft skills qui posent problème. Ils ont beaucoup théorisé sur leur métier, mais après, arrivé à l'entreprise, ils ne savent pas comment ça.
le comportement vis-à-vis de l'autre, c'est déjà quelque chose d'important. Si on le rate, après on a beau être le meilleur ingénieur dans une entreprise, on ne peut pas trouver le tonton qui est là depuis 20 ans, qui a une façon de faire. Vous venez vous dites, moi je suis diplômé de Harvard, donc c'est pas comme ça qu'on le fait. Mais vous allez frustrer toute votre équipe et c'est tout le monde qui va partir, mais vous, tout seul en tant qu'ingénieur, vous ne pourrez pas changer la chose. Donc c'est de voir plutôt comment les gens font et comment vous, l'expérience ou l'expertise que vous avez en plus, vous pouvez l'intégrer, quelle approche vous allez faire, comment vous leur montrez qu'ensemble, ce qu'ils font et ce que tu fais, ce que tu viens rajouter, permet en fait de faire avancer les choses. Donc ça c'est important. Je te repasse la parole. Oui, alors moi c'était peut-être sur la partie culture. En fait, pour moi, ces aspects-là, la culture d'entreprise pour une start-up, c'est vital. Et beaucoup de ces aspects en fait vont de pair, je pense, avec la question de la culture. Par exemple, beaucoup de ces process sur comment on onboard un nouveau, c'est des aspects qui généralement visent aussi à poser le bon mindset, à détecter effectivement les matchs qui peuvent exister entre la personne, l'état d'esprit qu'il peut avoir et nous, l'état d'esprit dont on a besoin au niveau de l'entreprise. Quelquefois aussi au niveau des startups, ce qui n'est pas toujours très clair, c'est cette position ou en tout cas le choix par rapport à comment est-ce que la culture même de la startup doit être posée. Donc ça, peut-être pour moi, c'est une invite à ce que tout le monde puisse, en tout cas au niveau de sa startup, beaucoup penser à la question de la culture. Et quand on doit recruter quelqu'un aussi, de garder un regard sur cet aspect. Est-ce qu'effectivement il y a un match par rapport à des valeurs? Est-ce qu'il y a un match par rapport à notre appréhension de ce qu'est le travail, de ce qu'est le don de soi peut-être chez nous, etc. Mais c'est extrêmement important, je pense, de pouvoir travailler ces éléments-là. Et l'autre aspect, c'est que je pense aujourd'hui, c'est relativement accessible pour quasiment tout le monde de construire. Alors, si on s'appuie un peu sur les technologies numériques, on pourrait envisager que vous puissiez avoir une école en ligne. Et nous, par exemple, c'est en tout cas une solution qu'on veut développer avec les différentes entreprises. L'école en ligne, c'est quoi? On crée une plateforme e-learning. De toute façon, aujourd'hui, ça coûte 3 fois rien, effectivement, d'avoir une plateforme e-learning. On t'aide à développer les contenus en adéquation avec le métier. Et ensuite, on utilise effectivement ces contenus, pour faire connaître la startup. Alors, faire connaître la startup, pourquoi est-ce que c'est important? C'est beaucoup de jeunes, ce qu'on constate dans les écoles, dans les universités, c'est que quand ils parlent de chercher un emploi, ils voient les grosses boîtes. Je dépose dans les boîtes, mais je ne trouve pas, c'est parce qu'ils déposent aussi. Voilà, tout le monde veut déposer, Orange, les banques, etc. Et bon, finalement, eux, ils sont saturés de demandes spontanées. Alors qu'il y a de très belles opportunités dans les startups, mais beaucoup de startups aussi ne sont pas connues. Et ça touche effectivement cette question sur le marketing RH. Il y a besoin aussi de travailler sur l'attractivité de votre startup. Comment faire pour que votre startup soit attirante? Comment faire pour que les jeunes aient envie de venir vous rejoindre? Et ça peut être effectivement par de la production de contenu et par le fait aussi de montrer que vous allez accompagner. Je pense que ça, c'est des aspects effectivement qui peuvent être très très valorisants aux yeux des jeunes. Donc, c'est 3 fois rien, encore une fois, de pouvoir, même si, 3 fois rien, après c'est toujours relatif, ça demande au moins un peu de temps et de pouvoir le structurer. Et nous, justement, on se dit, si vous ne pouvez pas, nous, on peut appuyer effectivement à travailler sur cette dynamique. Et le dernier point un peu sur ce sujet, toujours en rapport avec, je pense, le besoin de casser. Et ça, c'est peut-être une adresse que je vais faire. Alors, moi, j'ai fait 13 ans dans les écoles de commerce à Dakar. Je les connais toutes. J'ai été directeur de programme dans différentes écoles. Et le constat que je fais généralement, c'est que oui, quelquefois, nous-mêmes, on a été à l'origine du fait que les jeunes sortent avec la grosse tête. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on a besoin effectivement alors, on va dire de provoquer en tout cas le réveil le plus tôt possible, de faire comprendre que ce qu'ils pensent n'est pas la réalité et qu'il y a besoin de beaucoup d'humilité aussi sur le marché du travail. Aujourd'hui, on peut tomber sur des jeunes qui refusent soit effectivement des types de tâches ou quelquefois même effectivement des stages non rémunérés. Alors après, bien sûr, il y a le cadre légal. Officiellement, un stage dans le sens du contrat de travail, selon la législation sénégalaise, effectivement, ne peut plus être. Voilà, elle ne peut pas être gratuite. Elle doit être rémunérée avec minimum le SMIC, avec notamment 4 types de stages. Mais je pense que c'est possible d'envisager une logique où ce qu'on propose, et c'est un peu la logique de l'alternance, c'est que le stage en vérité c'est juste une partie de la formation. Et là aussi, il faudrait que le jeune accepte
qu'il ne sait pas. Et je pense que nous, en tout cas, c'est un plaidoyer que nous, on veut porter. C'est en tout cas de pouvoir accompagner aussi ces jeunes à on va dire, réduire leurs attentes, à gagner en humilité et à utiliser effectivement cette humilité pour gagner en expérience et en expertise pour ensuite leverager cette expertise. Parce que le sentiment, quelquefois, c'est qu'ils ne savent même pas se valoriser. Quelquefois, même en entretien, ils sont incapables de te dire « je sais faire ça ». C'est-à-dire, il peut te dire « j'ai fait un diplôme X, Y, Z, je suis théoriquement censé en tout cas pouvoir faire ça, mais concrètement, je sais faire ça ». Quelquefois, on galère dessus. Nous, on a déjà eu des demandes, par exemple, qui sont liées à… On cherche un jeune qui est excellent ou qui est bon sur Word. Alors, ça pourrait ressembler à quelque chose d'évident, mais après, on se rend compte que finalement, c'est beaucoup moins évident qu'il n'y paraît. Parce que quelquefois, on en arrive à des tâches. Est-ce que tu es capable de faire la tâche X? Est-ce que tu es capable de faire la tâche Y? Et la réponse, quelquefois, c'est juste non, ou il y a même un défaut de prise de conscience sur le fait que il faut exécuter des tâches, il faut que tu puisses créer de la valeur pour l'organisation. Et on sait qu'il y a un plaidoyer à poser, donc on va effectivement nous travailler sur ce point, et c'est pour ça que notre approche, c'est vraiment une approche multiface. On travaille dans les écoles et dans les universités sur la partie projet professionnel pour préparer en tout cas les profils à ces réalités. Après, c'est vrai que je pense qu'il y en a des profils aussi RH. Je ne sais pas si de leur côté, il y a d'autres expériences aussi à partager ou des difficultés spécifiques sur ces créneaux. Mais en tout cas, le point, il est certain, Steve. Peut-être juste revenir sur la situation du MAC, où en fait, il y a des équipes jeunes qui ont été en fait intégrées, formées et qui sont opérationnelles. Maintenant, selon les entreprises, il y en a qui vont dire « Ok, moi, recruter, c'est compliqué pour moi, je vais essayer de faire de la montée en compétences internes ». Ça signifie l'évolution, quand les gens vont… C'est la promotion en fait en interne. Quelqu'un au début qui a peut-être un master dans X, mais qui a commencé en tant que chauffeur. Quelqu'un peut intégrer votre entreprise en tant que chauffeur alors qu'il a un master quelque part dans un domaine. Et donc, au fil du temps, chauffeur, il connaît l'entreprise, il connaît les réalités, il s'adapte à l'environnement. Petit à petit, une opportunité peut se présenter en interne où il quitte chauffeur pour aller être responsable, je sais pas, de magasin, par exemple. Et donc ça, c'est des choix d'entreprise. Il ne faut pas être cloisonné, parce que je prends juste l'exemple typique, peut-être pour ceux qui sont un peu moins jeunes, il y a 20 ans, quand la société PCC ouvrait, le premier centre d'appel, au bout de 3 ans, PCCI est passé de 150 salariés à 1200 salariés à Dakar. Et parmi les 1200, les 1000 à peu près, c'était des téléconseillers. Téléconseiller, ce n'était pas un métier qui existe. Il n'y a aucune école ici au Sénégal qui te forme pour être téléconseiller. Vendre au téléphone, ça n'existe pas. Donc tout ce qui était là-bas, c'était soit des étudiants, un master, pharmacie, médecine, technologie, tout. On trouvait de tout. Et donc, eux, ils sont formés en tant que téléconseillers parce que, faute de rien, ils ont pris, en fait, au moins, il y a un poste, téléconseiller, ils gagnaient leur vie, ils vendaient, mais ils apprenaient un nouveau métier. Et au fil du temps, téléconseiller, au bout de 6 mois, en fait, on dit, tiens, on a besoin en fait, de superviseurs pour superviser l'équipe. Donc, c'est capacité à manager. Il y en a qui n'ont jamais fait, mais de par leur expérience en tant que téléconseiller, on faisait des tests, et les meilleurs, on les sortait, ils devenaient chefs de leur équipe. Il y a 3 mois, tu étais dans une équipe, vous êtes 15, vous vendez, et après, toi, tu sors de l'autre, tu deviens en fait manager de cette équipe-là, 15 personnes. Au fil du temps, manager, au bout de quelques temps aussi, on dit, OK, on a besoin maintenant d'un super manager qui va manager un plateau de 200 personnes. C'est de l'expertise. On ne trouve pas en fait des gens formés. Et parmi eux, il y en a, on faisait aussi des tests plein pour vérifier, et puis on trouvait en fait des compétences qui deviennent en fait des chefs de production. Personnellement, j'ai fait exactement la même chose. Je suis revenu de l'étranger, j'avais, en tant qu'étudiant en France, notamment pour gagner sa vie, après les cours, je faisais du téléconseil. Je vendais au téléphone ou j'appelais en fait des personnes pour demander des dons pour Médecins sans frontières. C'est de l'apprentissage. Ce n'était pas mon métier, je n'étais pas formé pour ça. Au début, je faisais de la finance. Mais je ne savais pas que quelques années après, cette expérience-là allait me servir. Quelques années après, je décide de retourner au Sénégal. Je deviens superviseur chez PCCI parce que c'est un métier que je connaissais. Au bout de 6 mois, après superviseur, on fait un test, je deviens chef de projet. Parce que ce qui m'a aidé, ce n'est pas une évolution, ce n'est pas parce que j'étais plus intelligent que les autres, mais j'ai eu la chance d'avoir des opportunités qui n'avaient rien à voir avec, mais j'ai appris. Et ça m'a appris. Et après, quand s'est présenté l'externalisation du centre de la relation client chez Orange, quand on appelait les numéros 600 et autres,
C'est PCI qui l'a gagné. J'ai piloté le projet pour le transférer de chez Orange à chez PCCI. Donc tout ça, c'est des expertises qu'on mène. Et que, pour vous dire, avant, je n'étais jamais formé pour être chef de projet ou relation client ou autre chose. J'étais formé en finance. Mais c'est ma capacité d'adaptation aux réalités qui m'a aidé. Et donc, c'est important pour nous tous, dans les entreprises, de ne pas dire, je rentre dans une entreprise par une porte et je resterai toujours. Non, ça, ce sont nos parents qu'on a vus rentrer à un poste, jusqu'à la retraite, ils sont au même poste. Mais ce monde-là est révolu depuis. On peut rentrer en tant que secrétaire ou téléconseiller et demain se retrouver en fait chef de tout le monde. Donc ça, c'est notre capacité justement à se remettre en question, à apprendre et surtout à être humble en fait dans notre façon en fait de faire et de travailler en entreprise. Voilà. Totalement. Parce que c'est vrai que sur ces points-là, par exemple, on sait que la question des sites carrières aussi, ça peut être des aspects sur lesquels on peut travailler avec une stratégie d'acquisition. Parce que l'acquisition de talent, c'est vraiment quelque chose qui, voilà, on pose une stratégie RH effectivement pour attirer certains talents. Les hauts talents aussi, effectivement, quelquefois, il faut, donc la logique marketing RH, on en parlait un peu plus tôt, il faut pouvoir les attirer, faire en sorte qu'ils aient envie de venir un peu vers nous, quoi. D'accord, merci beaucoup. Donc, j'ai deux choses par lesquelles je vais commencer avant de prendre la parole. La première chose, c'est vraiment vous applaudir et vous féliciter parce que ça, c'est un thème d'actualité, mais c'est un thème qui est très grave, très très grave. Et ça, vraiment, merci d'avoir abordé ça aujourd'hui. Mais par contre, je vous donne un carton rouge pour une chose, vous avez mal communiqué. Cette salle-là devait être remplie. C'est anormal, parce que toutes les entreprises au Sénégal ont ce problème. Toutes. Il y a une inadéquation entre la formation et l'emploi, entre les offres disponibles sur le marché et la réalité du profil des candidats qui vont postuler à ces offres. Et ça, c'est une thématique où on devait voir une salle remplie, voire même le grand théâtre. Toutes les entreprises ont ce problème au Sénégal. C'est grave. Et donc, moi, je dis déjà chapeau et j'encourage à continuer et persévérer dans cette initiative. Je vais apporter une petite contribution sur l'humilité. J'ai travaillé dans une entreprise qui s'appelle ISS Afrique. Là-bas, nous faisions de la cybersécurité, des radiocommunications, etc., la cryptologie, bref. Mais il y a une scène qui m'avait particulièrement choqué. Un chef de projet vient d'Angleterre. Il a travaillé dans l'armée royale qui gardait la reine d'Angleterre. Un jeune compatriote sénégalais, sorti de chez Anta Diop, vient en réunion, c'était son adjoint, et il corrige devant tout le monde son supérieur. Il dit non, en réalité, c'est comme ça que vous auriez dû faire ce projet, c'est comme ça que vous auriez dû mettre en place le système de communication. J'ai dit mon Dieu, c'est lui qui a quitté l'Angleterre pour venir t'apprendre le métier, mais c'est toi qui te permets de corriger devant ce monsieur-là, tout le monde. Et ça, vraiment, c'est un problème qu'il faut résoudre, l'humilité. L'humilité. Beaucoup de jeunes refusent d'apprendre, de se rabaisser. Et j'aime bien ce que vous avez dit tout à l'heure. Quelqu'un sort de l'université avec un master, mais comme il a la tête gonflée, et ça aussi c'est vraiment un défaut des écoles de commerce, des écoles de management de la place, ISM, qui ne nous rendent pas service. Ils pensent que quand ils ont des masters avec des grosses cravates, des belles voitures, ou bien des belles chemises et des vestes, ils peuvent maintenant devenir des chefs quand ils arrivent. Et ça vraiment c'est un problème qui touche sérieusement la société sénégalaise. Et je pense que dans les solutions que vous devez préconiser, il faut envisager surtout cet aspect-là, l'humilité. Parce qu'aujourd'hui, avec le développement personnel, on fait croire à ces jeunes que ce sont des super-héros et qu'en sortant, ils sont des personnes qui ont des solutions à tout. Et que même ceux qui sont là avant eux, en réalité, ils ne peuvent pas innover, il n'y a que eux qui ont l'innovation. Et ça, c'est très dangereux. Donc moi, le plaidoyer que je veux mener ici, c'est vous encourager vraiment à continuer ce genre d'initiatives, mais aller dans une échelle beaucoup plus supérieure en invitant un peu plus de gens. Parce que cette salle devait être pleine. C'est un problème qu'on rencontre tous les jours. Je vous remercie. Merci. Alors, vraiment, merci beaucoup. Moi, je veux bien rebondir en tout cas sur le point par rapport à la question de l'humilité. Alors, actuellement, on veut travailler avec Sen Startup sur la mise sur pied effectivement d'un programme d'alternance. Parce que aussi, effectivement,
quelquefois, pour que justement l'humilité, ou en tout cas pour aider les jeunes à gagner en humilité, il faut que rapidement ils soient confrontés à la réalité de l'entreprise. L'optique à ce niveau, ce serait effectivement que voilà, nous tous, qu'on puisse peut-être apporter une pierre à cet édifice en prenant peut-être, et c'est vrai qu'on sait que c'est du temps, en prenant peut-être des jeunes pendant des périodes courtes, une semaine, avec cette logique-là. L'optique étant de leur montrer que, ok, vous avez certes fait des études, mais en vérité, sur le marché du travail, où que vous alliez, ce qu'on va attendre de vous, c'est ça. Tu vas te rendre compte que peut-être que tu ne sais pas vraiment faire ce qu'on attendrait de toi légitimement. 2, il y a des gens effectivement qui sont là, qui peuvent t'accompagner, mais à condition effectivement que l'humilité soit là. Et je pense que si effectivement chacun, et c'est aussi pour ça qu'on a voulu travailler avec Sen Startup sur ce point, parce que chaque startup peut participer, ne serait-ce que par une logique d'alternance, en prenant un jeune peut-être une fois l'année, et finalement aussi, comme ça, détecter des talents. Parce que les talents aussi, il y a les talents bruts. Il y a des gens, et ça on en a conscience, par rapport à, par exemple, il y a des profils, avec ou sans les écoles, ils s'en sortent. Avec ou sans ces outils, ils s'en sortent. Parce qu'ils ont peut-être des choses en plus, ça peut être dû à leur environnement, leur éducation, à des traits innés, mais qui font que ils ont en tout cas ce qu'il faut. Et quelquefois, quand on détecte ce type de profil, on a envie effectivement de le garder. Et quelquefois, on peut tomber sur des profils comme ça. Et c'est aussi effectivement en rejoignant des programmes de ce type. Donc ça, c'est un appel peut-être à vous tous qui effectivement êtes aussi entrepreneurs ou avez cette dynamique, ou ceux qui sont déjà dedans, à ce qu'on puisse effectivement peut-être continuer ce travail. Le problème est que le volume, la demande est drastiquement supérieure à ce qu'on peut absorber. Mais au moins, en tout cas, en le systématisant. Et c'est vrai que tout à l'heure, Malik en parlait, cette logique de systématisation de l'alternance, parce que normalement, c'est la logique. Ça ne devrait pas être normal de faire première à 5e année sans avoir jamais été pendant plusieurs mois dans le contexte de l'entreprise. Et si effectivement on crée aussi cet aspect, je pense que les passerelles vont être en tout cas optimisées. Mais totalement d'accord. Juste te remercier en fait pour ta contribution. Cette initiative, en fait, c'est via Sen Startup, donc Babacar qui est manager en fait, de TAG. Moi, quand il m'a parlé du projet, du sujet, je me dis, volontiers, je t'accompagne. Parce que moi, c'est un sujet qui me touche. Parce que je travaille beaucoup dans le recrutement et je travaille aussi dans l'accompagnement des jeunes. Qui dit l'accompagnement des jeunes, c'est souvent, je reçois tellement de masse ou de CV, je me dis, mais le travail, on cherche du travail, mais il y en a tellement peu que parfois il faut créer le travail. C'est à nous. On sait que c'est la seule solution, c'est la création de l'emploi. Parce qu'on sait que s'il y a, je sais pas, 2 opportunités, il y a 100 candidats derrière qui attendent. On n'aura que 98% de chômeurs derrière. Donc il faut gérer ce point-là. Aujourd'hui, on organise ces petits événements, ça semble petit, mais pour nous, c'est juste tester la résonance. Donc on voit un public, après c'est une sorte de prêche, plaidoyer, chacun peut-être va répéter dans son environnement, et que peut-être un moment viendra où nous tous les membres de l'écosystème, que ce soit de l'État en fait, au secteur privé, grande entreprise, tout le monde doit être conscient qu'il faudra jouer sa partition pour que la chose change. Ce problème-là ne concerne pas que le Sénégal, il ne faut pas rêver. Moi, côté RH, ça fait 8 ans, j'ai fait 4 ans à Bamako, 4 ans à Ouagadougou, un peu en Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Donc ça signifie que c'est un problème tellement gros, c'est une bombe, on ne dit même pas un retardement qui risque d'exploser, il faut que tout le monde joue le jeu. Et se mettre en cohérence, créer des opportunités et donner plus de chance à tout le monde. J'ai juste, ça va un peu élargir le débat. Il y a 2 ans, en fait, quand j'étais à Dakar, je faisais un peu le tour de quelques écoles de formation. Il n'y en a aucune qui va être capable de vous donner statistiquement, en disant sur les 5 dernières années, j'ai formé 1000 étudiants. Sur les 1000, est-ce qu'il y en a les 200 qui sont insérés professionnellement? Aucune ne peut l'amener. Parce que ce n'est pas à leur avantage, parce que la réalité est que sur les 1000 peut-être qui sont sortis, quand on regarde 4 ans ou 2 ans ou 3 ans après, il y a peut-être les 100 qui sont insérés. Et ça pose un problème. Et de ce fait, il y a des jeunes qui, en fait, malheureusement côté parents, ils sortent d'une formation master, 1 an après il n'y a rien, ils rentrent encore dans une autre formation. Parce que pour eux, en fait, c'est leur formation qui n'est pas bonne, parce qu'ils ne trouvent pas d'emploi. Mais en réalité, ce n'est pas la formation, c'est l'inadéquation entre la formation et les besoins du marché.
Et donc ça, c'est d'autres problématiques, peut-être d'autres sujets qu'on pourra évoquer dans d'autres cadres. Merci. En tout cas, dans le même sens, c'est peut-être pour clôturer ou avant d'avoir peut-être de clôturer peut-être nous, l'optique pour aller dans le même sens et après de continuer avec des webinaires sur les thématiques. Il y a des aspects effectivement sur peut-être l'acquisition de talents seniors ou de talents confirmés. En tout cas, pour nous, l'idée c'est de pouvoir continuer parce que la problématique est très large. Oui, peut-être une intervention avant de... Oui, pour ma structure, le problème que j'ai, c'est qu'il n'y a pas les compétences ici. Il n'y en a pas du tout. Donc, par exemple, je vous donne un exemple. J'étais aux États-Unis, j'ai formé des jeunes en année terminale pendant 2 ans et quand ils sont sortis, Halliburton me les a pris automatiquement. Donc, je ne sais pas, et que les compétences n'existent pas ici. Donc, je suis au four et au moulin, je fais tout moi tout seul. Et qu'il y a cette peur de former des gens et qu'après, je ne puisse pas les payer. Ça, c'est vrai. Donc... Non, ça, c'est vrai. En fait, c'est vrai que je pense, je sais pas mal ce que tu en penses, mais il y a une vraie problématique sur les secteurs. Alors, c'est vrai qu'on a un pays où on forme dans certains secteurs en masse. Et il y a d'autres secteurs, surtout sur des compétences techniques pointues, où quelquefois, effectivement, le défaut, c'est même de trouver effectivement la matière. Et l'autre aspect, effectivement, que vous avez évoqué, c'est quelquefois, on prend des jeunes, on les forme, on les accompagne après, ils sont bons, bah, c'est quelqu'un d'autre, effectivement, qui les prend. Et en tout cas, ça pose de vraies questions sur les stratégies RH, encore une fois. Là, actuellement, oui. Ce que j'ai fait finalement, c'est que j'ai vu des retraités. Par exemple, moi, j'ai fait beaucoup de maths. J'ai pris carrément des trucs à la retraite qui travaillent chez eux et puis je leur ai donné la logistique pour faire le coding, ce que j'ai besoin. Vous êtes dans quel domaine? Dans l'informatique? Non, mécanique. Ah, mécanique, ok. D'accord. Mécanique slash sécurité. Donc j'ai besoin de beaucoup de... Bon, c'est ce que j'ai trouvé. Comme solution. Le problème pour moi est entier. Donc c'est une alternative temporaire, mais ça résout la problématique des métiers tendus. C'est qu'on a une désorientation complète. C'est que, attends, nos économies, je ne dis même pas nos économies, et par rapport à ce pourquoi en fait on forme. Quand je regarde, parfois je me promène juste dans Chirantin, je vois que dans une fac de droit, première année, 3000 étudiants. On est au Sénégal. Quand est-ce que le Sénégal aura besoin, à la sortie, même si c'est 3000 là, il y en a que, je sais pas, 200 qui sortent, le marché ne peut pas absorber 200 diplômés en fait en droit. Il ne peut pas. Et donc ça pose problème. Donc tout cela, donc, ça pose un problème d'orientation. Et ça, c'est... Il y a d'autres métiers tendus. Je donne juste une expérience. Je faisais du recrutement au Burkina pour les sociétés minières. Je cherchais des conducteurs, des engins lourds, des grues, des pelleteuses, d'autres choses. Mais tu as beau envoyer l'annonce, chercher. Tout ce qu'on peut faire, ce que je faisais à la fin, c'est du débauchage. Ça veut dire, quelqu'un, je sais que c'est un conducteur de pelleteuse, mais il est dans telle entreprise, je sais que c'est dans une ville. Parfois même qu'on a placé il y a 2 ans, on va lui dire, on cherche. Il dit, bon, là-bas, donc, une différence de salaire de 100 000, 200 000, il quitte là-bas pour venir. Et donc, c'est les mêmes qui tournaient dans les entreprises. Les mêmes, quand tu fais lance un recrutement, il quitte société A pour 100 000 de plus, il va aller sur CDB. 6 mois après, on lui recrutement, il va quitter CDB pour ça. Parce que c'est très limité. Et pourtant, il y a le besoin, mais il n'y a pas les formes techniques. Et donc, ça signifie, en fait, il faut mettre en place des structures qui forment dans des domaines qui sont attendus par l'économie. Ça, c'est une autre problématique. Et je pense juste pour renforcer vos 2 commentaires là. J'aime beaucoup ce que tu dis à propos de l'humilité. Et c'est clair que moi, je n'ai pas grandi au Sénégal, j'ai grandi aux États-Unis. Mais je trouve quand même que, bon, j'ai passé 7 ans au Sénégal, je trouve quand même qu'il y a une grande fierté ici au Sénégal. Et c'est peut-être une partie de ce qui est difficile au moment de recruter un junior. Parce que, je peux te dire, j'ai passé plusieurs entretiens avec quelqu'un et je dis, OK, bon, est-ce que tu penses que tu es un bon fit, tu peux gérer une équipe? Il dit, oui, bien sûr. Et je dis, OK, dans le haut passé, tu as géré combien de personnes sur votre équipe? Il disait, j'ai jamais géré une équipe. La réponse n'est pas oui, si tu n'as jamais géré une équipe. Ou, il y a une autre personne, je lui ai posé la question, quelle sorte de poste est-ce que tu es en train de postuler? Il disait, je postule pour tous les general managers de pays pour des startups ici. Je disais, wow, ok, super. Et je lui ai donné un petit exercice de Excel où tu dois faire un sum if. Donc, juste cumuler avec une condition. Il ne savait même pas utiliser une formule Excel. Et je disais, bon, vous êtes fort dans plusieurs domaines, mais vous n'êtes pas au niveau de trouver un poste de country manager
si vous ne savez pas utiliser ça. Et je pense que c'est là où une start-up comme Tag Talent peut vraiment calibrer les jeunes et leur aider à mieux voir leurs compétences et c'est quoi la différence entre ce qui se passe réellement sur le marché, comment se présenter. Et parce que, bon, pour tous ces deux postes, si tu viens vers moi et tu dis « j'ai jamais géré une équipe », j'aurais besoin de renforcement. Peut-être si vous avez quelqu'un de plus senior dans l'entreprise qui peut m'aider, qui peut m'accompagner. Je pense que dans ce sens, j'aurais besoin d'aide. OK, ça c'est une connaissance de soi qui me prouve que tu es prêt à prendre un challenge. Mais venir me dire que je suis le meilleur du monde, je trouve que c'est une attitude qui est très sénégalaise et c'est peut-être dû au fait qu'il n'y a pas beaucoup d'opportunités. Et donc, dans la tête, on se dit, je dois me présenter comme parfait déjà. Tout le monde sait qu'il n'y a pas de parfait déjà. Donc, il faut trouver un moyen d'y arriver ensemble. Bon, merci beaucoup. Moi, je vais essayer un peu de partager mon expérience par rapport à la culture, comme beaucoup de personnes l'ont dit. Moi, je me suis dit, en alliant l'humilité, comme le monsieur l'a bien dit, et aussi en ayant aussi des références. Parce que moi, quand je suis rentré de France en 2013, comme vous avez bien dit, donc en étant étudiant, moi je faisais tout ce qui est plonge, donc j'ai fait restauration, ainsi de suite. Quand je suis de retour au Sénégal, donc je me suis dit, il faut qu'on s'adapte. Par exemple, moi, j'ai fait une formation pure télécom. Et j'ai eu la chance en 2006, avec l'arrivée de l'IP, ici au Sénégal, l'IP TV. Donc, je suis reparti à Dijon, donc faire une formation en qualité et architecture réseau. Après, je me suis dit, maintenant, comme on a la qualité, et aussi il faut se focaliser sur la sécurité. Donc, j'ai fait aussi une autre formation pour rejoindre ce qu'il a dit. Il faut que nos compétences, c'est limité dans le temps. Donc, j'ai fait sécurité. Et après, là, je suis sur le cloud, la 5G, ainsi de suite. Mais ce que j'ai fait, j'ai mis en place un mouvement. Donc, lorsque je suis venu, chaque semaine, donc, je faisais ce qu'on appelle des activités de set-settle. Donc, j'organisais, je prenais mes jeunes, donc je les formais des métiers de soft skills. Par exemple, je me dis, ici, on a des problèmes, par exemple, de don de sang à l'activité, comment l'organiser. Donc, je prends mes jeunes, je les donne ces tâches-là, à savoir aller faire une demande, aller au niveau du centre national de transmission, prendre les fiches, les remplir, venir essayer de sensibiliser les populations pour qu'ils viennent donner leur sang. Donc ces petits détails-là, comme vous dites, donc moi ça m'a permis de, par exemple, de pouvoir animer des conférences. Parce qu'un jour on était à Ngaï, il y avait donc un thème sur les avantages et inconvénients des réseaux sociaux. Comme certains, donc il y avait un gars qui avait fait des études extraordinaires, mais comme il y avait des experts qui étaient là-bas, donc il a eu peur de venir présenter. Et moi, je suis venu devant. Après, je me suis dit, bon, on va faire une sorte d'échange. Donc, on a commencé à échanger, mais je me suis vu, les élèves là-bas, ils ont des moyens de 18, 19. Mais j'ai dit, mais comment ça? Il faut que ça, j'essaye de l'avoir à Dakar. Quand je suis venu, j'ai pris Nilan, les autres. Par exemple, lorsque nous sommes en classe de 5e, l'élève qui est en classe de 5e va faire accompagner l'accompagnement de l'élève qui est en classe de 6e, ainsi de suite. Et cette humilité-là, moi, ce que j'ai commencé avec les jeunes, c'est de leur dire, certes, on a des diplômes, mais il faut, par exemple, intégrer le FERA. Par exemple, là, avec le FERA, il y a certains jeunes qui ont intégré. Le matin, ils se réveillent c'est le fonds d'entretien routier autonome. Donc, ils sont là. Ils vont oublier qu'ils ont des masters 5, ainsi de suite. Ils vont faire ce qu'on appelle du nettoiement. Ainsi de suite. Avec ce nettoiement-là, ça leur permet d'avoir de ces skills-là. En même temps, suivre aussi leur formation. Ils feront des cours, par exemple, l'après-midi. Donc ça leur permet
dans un premier temps, d'avoir cette humilité, mais aussi de pouvoir développer leurs compétences. Et aussi, en matière de formation, faire des formations pratiques, comme vous avez dit. Lorsque je suis venu, heureusement, donc, à les encadrant, j'ai pu avoir, par exemple, en 2017, j'ai pu avoir avec les jeunes que j'encadrais 100% au niveau du bac. Je les ai dit donc, de faire des formations pratiques, des formations de 2 ans, courtes. Et là, par exemple, l'exemple que je prends, par exemple, moi, maintenant, au niveau de notre organisation, j'ai tous les profils. Donc, tous les profils métiers qui nous permettent ces jeunes, certains, ils ont intégré le marché du travail, mais d'autres, ils ont créé leur entreprise. C'est ça que je voulais partager. Merci. Une dernière intervention avant peut-être de clôturer. Déjà, vous remercier parce que c'est hyper important et aussi mettre l'accent sur les soft skills parce que moi, je suis un nouveau manager. Il n'y a même pas, je pense en octobre dernier qu'on m'a nommé, août 2022. Mais j'ai eu il y a eu des anecdotes. Par exemple, quand je suis nommé, il y avait presque 80% de notre équipe qui avait démissionné. Le problème que monsieur parlait tout à l'heure, parce qu'on accompagnait des gens, c'est une start-up, financièrement, on n'évolue pas tellement que... Parce que dans une start-up, de fois, tu évolues en compétences plus que l'entreprise côté financier. Ça arrive à des moments où tu n'arrives pas à payer certaines à leur niveau. Par exemple, tu peux avoir un développeur, tu as un start-up. Il a un niveau où on peut le payer ailleurs, par exemple 500 000. Par exemple, moi qui est là, j'ai formé quelqu'un qui travaille à Touche actuellement. Et c'est une personne qui a fait là-bas, je pense, un an et quelques. Il touche mieux que moi qui est manager. Des fois, c'est compliqué en fait de garder ces personnes-là. Donc, en ce moment-là, on avait ce problème-là. Il fallait recruter des gens. Parce que les gens qu'on accompagnait n'avaient pas le niveau pour accompagner des entrepreneurs ou accompagner d'autres étudiants qui viennent des grandes universités. Parce qu'on travaille avec, par exemple, l'ESP de Dakar. On travaille avec ECISELEC de la France. CPC, on a commencé récemment à travailler avec CPC, l'école préparatoire qui est à Sacré-Cœur. Donc, une fois, j'ai eu à contacter un de nos partenaires pour trouver des profils, un designer. Le gars, on programme un entretien. Le jour j'y arrive, je ne vois pas la personne. J'appelle notre partenaire, je lui dis, la personne avec qui tu m'avais mis en relation, il n'est pas venu. Il me dit, ok, laisse-moi juste 5 minutes, je vais le contacter. Il recontacte le monsieur, il me dit non, il n'est pas venu parce qu'il avait un examen. Et le monsieur n'a pas pris le temps de m'envoyer un SMS ou un mail pour me dire qu'il a un examen. C'est toujours comme ça. Il me dit, ok, fais-moi un faveur. Essaie de le reprogrammer. Je lui dis, ok, parce que c'est un partenaire, c'est une grande structure numérique au Sénégal, je ne vais pas nommer le nom. Je lui dis, ok, on reprogramme le gars. Si je me rappelle, à 11h. 11h30, le gars n'était pas là. Et c'était un entretien en ligne qui devait se faire en ligne. Je le recontacte, je dis, là, c'est bon, quoi. Attends, si vous n'avez pas une autre personne, attends, moi je vais chercher ailleurs. Il me dit, non, attends, il était là. Je dis, ok, on va faire l'entretien. On fait l'entretien. Le gars, en résumé, le gars, on dit, tu vas venir le lundi, on ne le voit plus. Je me demande qu'est-ce qui se passe en fait. Étant jeune déjà, on sait qu'il n'y a pas beaucoup de travail au Sénégal. Dans toutes les plateformes, on dit qu'il n'y a pas de travail au Sénégal. Et pourtant, il y a des gens à qui ils voient des opportunités, par exemple, mais parce qu'ils ne sont pas humbles peut-être. Ils pensent que peut-être ils maîtrisent Photoshop ou quelque chose comme ça, qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ou récemment, on a eu un designer qui venait 2 fois, qui s'absentait 2 jours, 3 jours, parce qu'il avait 2 fois des marchés. Il se dit, ouais, quand je viens, je ne pourrais pas travailler ça en interne à l'entreprise. Donc, tous ces problèmes-là, vous posez un défi en tant que manager. Oui. C'est toute la complexité, justement. Exactement. Le cas que Mac va poser, il cherche des profils qui seront capables de gérer toutes ces problématiques-là. Manager, ce n'est pas seulement la technicité, c'est être capable de gérer l'humain. Et c'est ce qui est le plus compliqué. Ouais. On ne naît pas, en fait, ça. On peut avoir des atouts par rapport à
Notre environnement est autre chose, mais il y a des choses, ça s'apprend sur le terrain, c'est l'expérience et l'expertise. Exactement. Mais, voilà. Globalement, on peut définir que manager, c'est d'abord aimer l'humain. On aime l'humain et on essaie de le connaître et on essaie de travailler avec. Exactement. En tout cas, merci beaucoup pour la contribution. On te laisse le soin de la culture. Moi, en tout cas, c'est peut-être remercier. On a beaucoup appris. Je sais pas, j'ai le sentiment que c'est nous qui avons plus appris que ce qu'on a apporté. Mais c'est aussi peut-être toute l'opportunité par rapport à des, on va dire des espaces d'échange de ce type. Merci beaucoup à Sen Startup pour cette opportunité. Et nous, de notre côté, on a l'intention de revenir vers vous tous par rapport à ces perspectives qu'on a évoquées, que ce soit les questions effectivement d'alternance. J'espère aussi qu'on va pouvoir échanger sur la question de la formation. Je pense qu'il y a des choses effectivement qui peuvent être envisagées dans la création de contenu pour attirer peut-être beaucoup plus de profils, parce que la question de l'orientation demeure problématique. Beaucoup, c'est des choix qui sont accidentels. J'ai enchaîné en fait. J'ai juste enchaîné, je me suis retrouvé là. Mais j'ai pas réfléchi stratégiquement à un métier ou à une orientation. Et on pense que le fait effectivement d'avoir des acteurs, des entreprises qui aussi dans leur stratégie RH ont un impact, on pense que ça va aussi faciliter effectivement ce travail à ce niveau. Donc finalement, on se rend compte qu'en tout cas que chacun a un rôle à jouer, parce qu'on sait aussi qu'on n'est pas faiseur de miracles. On en parlait tout à l'heure avec Malik, on disait effectivement que ce n'est qu'un bout de solution et il y a effectivement une part à jouer par rapport à un ensemble d'autres acteurs, mais on ne va pas attendre que tout se fasse. Je pense que chacun effectivement va comme le colibri apporter une part. Et merci beaucoup en tout cas pour l'opportunité. Joël, je ne sais pas s'il y a peut-être un élément de clôture, mais encore une fois, merci beaucoup à Sen Startup pour ce meet-up. Non, j'ai rien à dire à part que nous sommes pour que l'insertion professionnelle se fasse bien, pour que les jeunes soient aidés et pour qu'on puisse aussi sensibiliser les écoles pour que les formations soient en adéquation avec ce que le marché demande, ce qu'on ne fait pas pour le moment. On ne forme que de manière théorique. Moi, j'accompagne beaucoup de jeunes filles, mais je suis un peu désolée de voir que en Master 2, personne n'a encore intégré l'entreprise. Pas une seule fois, ni le pied dans une entreprise. Récurrence. Donc, bon courage. C'est un défi pour nous tous. Merci beaucoup.